Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, chef de file de votre parti, parce qu'on va en parler assez longuement dans cette interview, de votre parti pour l'étude du projet de loi sur le séparatisme. Enfin, alors le texte, il s'appelle « Respect des principes républicains ». Et chef de file, c'est notre jargon à nous pour dire que je suis un de ceux qui suit de près ce débat. Ce débat, donc débat important hier à l'Assemblée nationale. Qui a commencé hier, voilà. Commission spéciale, nous allons en parler. Mais avant cela, les vaccins, donc vous êtes député de Seine-Saint-Denis, ça se passe comment sur le terrain ? Ça se passe étrangement, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit que désormais c'est parti la vaccination. Et puis je parle avec réserve parce que le préfet de Seine-Saint-Denis fait encore une réunion cet après-midi, mais des centres de vaccination qui devaient être ouverts le 1er février, il semble que c'est en train de finir vers le 15 mars. Le 1er février au 15 mars ? Oui, notamment. Un mois et demi ? Oui, il semblerait que ça se déplace de beaucoup. Les doses qui arrivent sont de 5000 doses par semaine. On est quand même un département de plus d'1 million de personnes. Et le paradoxe, c'est que un des départements les plus touchés, qu'est la Seine-Saint-Denis, semble manifestement, par rapport au nombre de doses, assez en retrait par rapport à d'autres. Bon, donc là, il y a un problème... Beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions. Et il semble qu'il y a un problème d'approvisionnement, indiscutablement. Il semble que le préfet fait un peu ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et ça pose un problème de fond. L'approvisionnement n'est pas à la hauteur des attentes, n'est pas à la hauteur, bien sûr, du discours gouvernemental, n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens, il y en a beaucoup, qui veulent se faire vacciner. Vous les encouragez à se faire vacciner ? Les gens que vous rencontrez, vous leur dites oui, il faut se faire vacciner ? Oui, il faut se faire... Enfin, je veux dire, les gens qui souhaitent... Pas d'hésitation ? Non, mais de toute manière, les gens qui souhaitent être vaccinés, il faut qu'ils soient vaccinés. Sortons de ce débat, parce que on vient de passer toute une période où il fallait avoir une opinion sur le vaccin. Moi, j'ai pas de problème avec les vaccins. Je pense notamment que les personnes âgées, en particulier, doivent être vaccinées. Dans les EHPAD, il suffit que le virus arrive pour que ce soit une hécatombe en quelques jours, etc. Après, on a le droit d'avoir un débat. Moi, par exemple, mon médecin, pour l'instant, j'ai pas de comorbidité. Je vais pas dire, il faut que je me précipite pour aller me faire vacciner. S'il le faut, je le ferai. C'est pas le sujet. Moi, je suis... Ça a été longtemps le sujet, puis on voit mais c'était une partie de l'opinion publique qui demeure Jean-Michel Apathy, c'était peut-être aussi une astuce. Parfois, le gouvernement soufflait sur ce débat. Attention au complotisme. Non, mais pour ne pas discuter du problème. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a 30-40% de la population qui veut être vaccinée et qui n'y arrive pas. Oui. Parce que d'un point de vue logistique, du point de vue du choix... Non, mais c'est important. Parce que, attention, parce que soit on fait porter la responsabilité du problème de la vaccination aux gens. Non, mais politiquement, parce que moi, je ne suis pas médecin, en vérité. Je fais confiance au corps médical d'un certain point de vue. Mais soit le grand débat qu'on a, c'est... Quoi, dans ce pays, il y a des gens qui se posent des questions. Et nous, on en a posé, je vais être honnête avec vous, on en a posé sur Pfizer, le type de vaccin. Il y a peut-être d'autres types de vaccins. Mais à l'heure actuelle, tout ça, ce n'est pas le sujet. Il y a 40% de nos concitoyens qui veulent être vaccinés. S'ils se vaccinent, on arrivera à une situation où on pourrait, selon les statistiques, un peu stopper la circulation du virus. Et on ne peut pas. Et ça, c'est la faute. Oui, mais ça, c'est ça qui est intéressant politiquement. On a fait un choix, Pfizer, un Américain. On a accepté que Sanofi, qui aurait pu être l'outil, y arrive. Etc. On en est là à ce stade. D'accord. Donc pardon d'avoir été un peu... Non, des problèmes sur le terrain. Oui, un mot, passeport sanitaire pour contre ? Parce que c'est un débat qui va... Non, mais là encore, alors voilà, à ce stade, alors qu'on a un nombre extrêmement faible de gens qui peuvent être vaccinés, c'est complètement mettre la charrue en les bœufs de discuter... Sur le principe. Mais sur le principe, moi, à ce stade, d'abord, vaccinons. Moi, attention, parce que ce que je ne veux pas, c'est que la minorité de gens qui peuvent être vaccinés, qui ont cet avantage, bénéficient davantage sur les autres, dans la mesure où il n'y a pas une facilité d'accès. Voilà où j'en suis. On y reviendra. La loi confortant les principes républicains. Étude en commission spéciale hier. Alors, on note que les oppositions, est-ce que c'est outrancier ou pas, jugent qu'il y a une forme de censure sur ce projet de loi. Est-ce que vous faites partie de ces gens, Alexis Corbière, qui disent on ne débat pas librement de ces principes, de cette loi confortant les principes républicains à l'Assemblée par la faute du gouvernement? Que les gens comprennent. Nous, le groupe Insoumis, on a déposé 104 amendements. 104. D'ores et déjà, on s'en est fait retoquer, c'est-à-dire rejeter, impossibilité d'en discuter, 31 à 33. C'est pas tout à fait fini. La raison est qu'on nous dit c'est pas en lien avec le texte. Ce que je conteste, c'est l'utilisation de l'article 45 de la Constitution. C'est un texte qui aborde 51 articles, beaucoup de sujets. On passe du statut des fonctionnaires au certificat de virginité, l'instruction en famille. Donc tous ces sujets amènent à ce que nous aussi, on peut discuter, par exemple, du fait que, comme l'avait dit le président de la République, quand on parle de ce qui est le terreau d'un fanatisme religieux, on pourrait parler de politique de la ville, d'urbanisation. C'était la dernière partie de son discours au Murau. Moi, j'ai mis des amendements sur ce que j'appelle vulgairement en plus le séparatisme des riches, ou du moins la ségrégation sociale qui se met en place. Un Premier ministre, c'était Manuel Valls, en 2015, avait dit il y a un apartheid social, ethnique dans le pays. C'est ça qu'il faut corriger. Totalement absent du texte. J'ai déposé des amendements à ce sujet.
écarté. On me dit ça, c'est pas le débat. Et vous trouvez que c'est injuste? Moi, je trouve qu'attention, il y a un problème que si on ne discute pas sérieusement des vrais problèmes, on en vient à parler de thèmes souvent marginaux, redondants. Alors hier, on a passé toute la nuit jusqu'à 1h du matin pour mettre dans la loi ce qui est d'ores et déjà dans la jurisprudence, notamment sur la neutralité de ceux qui ont des missions de service public. Bon, c'est passionnant, mais ça ne change strictement rien actuellement à la réalité. Puis on a eu un autre débat jusqu'à 1h30 du matin sur les accompagnatrices de sorties scolaires. Est-ce qu'elles peuvent porter des signes religieux, le foulard en l'occurrence ou pas? On y a passé un moment. Évidemment, il a été rappelé, c'est la position majoritaire qui a été retenue, conformément à ce que dit le Conseil d'État depuis 2013, que ce sont des usagers et qu'on ne peut pas exiger d'eux une neutralité religieuse, même s'ils ne doivent pas faire de prosélytisme. Bon, voilà. Mais moi, je vais vous dire une chose. Mais vous avez l'impression que le gouvernement cherche à verrouiller ce débat? Oui, et notamment à la fois contre nous. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Souvent, ils rejettent de plus en plus d'amendements. Au-delà de ce texte, c'est une pratique que je n'aime pas. Et puis, je pense qu'il veut faire aussi un peu la police dans ses propres rangs. On a vu que certains députés En Marche, je pense à Mme Berger, a déposé des amendements. Moi, je suis en radical désaccord avec cet amendement, mais je pense qu'il fallait le discuter. Du moins, à partir du moment où c'est une discussion où le gouvernement veut discuter de ça, si je puis dire. Et hier soir, je vous dis, on a passé 4 heures à parler du voile. Et d'un seul coup, il dit, là, non. Alors là, c'est assez incompréhensible. En séance publique, le texte donc sera discuté à partir du 1er février, c'est ça? Tout à fait. Vous reposerez ces amendements-là? Vous essayerez j'espère, oui. Peut-être que je vais les reformuler. Je vais voir en fonction de ceux qui ont été adoptés pour dire, je le reformule un peu pour dire... discutons de ça. Mais d'abord, sur ce texte, moi je ne conteste pas le danger de fanatisme religieux qui se développe, un islamisme politique qui existe dans le pays, mais il faut aussi avoir des éléments partagés de compréhension. Et on a passé un mois d'audition où je dois vous avouer, Jean-Michel Apathy, que du point de vue des faits, de la dynamique des faits, de leur ampleur, on en reste à des choses assez... Générales, vagues? Oui, ou vagues. Quelle est vraiment la dynamique des événements? Il y a des gens qui sont dans un rapport fanatique, obscurantiste, tout ce que vous voulez, mais c'est quoi la proportion? Et là-dessus, on est encore dans des choses qui sont assez peu... qui restent floues. Alors moi, vous savez, je suis à l'ancienne, puisqu'on discute de laïcité... dans ce texte, moi je reviens à des fondamentaux. Dans ce pays, il y a des départements où la loi de 1905, vous savez, cette grande loi, elle ne s'applique pas. Ouais. L'Alsace-Moselle, ça coûte 61 millions d'euros d'argent public chaque année pour payer les salaires des curés, des rabbins, des pasteurs, et non pas en plus des... C'est un legs de l'histoire, c'est assez marginal. 60 millions d'euros par an, on peut construire, vous savez, des hôpitaux, par exemple. Pour quelle raison les religions auraient ce privilège dans ce département? Surtout qu'il y a une religion qui, elle, n'y a pas droit. C'est pour ça qu'ils nous menacent tout de suite. Mais là, c'est pas une question de menace. Le fondamentalisme religieux et le concordat qui s'applique dans des territoires... oui, mais comme on parle beaucoup, il faut réaffirmer la laïcité, c'est ce que nous dit le texte. D'accord? Vous ne voyez pas l'enjeu, peut-être. Mais moi, je pense... Il n'est pas immédiat, quoi, disons. Moi, je pense qu'il est immédiat sur le fait qu'on peut récupérer déjà 60 millions d'euros. Moi, j'ai proposé, par exemple, que les déductions fiscales, aujourd'hui, qui sont accordées aux cultes, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros de manque à gagner dans nos caisses, qui sont accordés à certains cultes, on pourrait arrêter. Ça ferait plus d'argent public. C'est le sujet. Et après, si vous voulez combattre l'islamisme politique, et notamment ceux qui portent les armes, vous savez, je veux dire, c'est la police, le renseignement, c'est renforcer le système Pharos, celui qui surveille la haine en ligne, c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est pas dans le texte. Donc ce dont moi j'ai peur, c'est qu'il y ait une agitation médiatique sur des sujets dont on ne connaît pas très bien les proportions, des phénomènes très marginaux qui sont d'ores et déjà interdits par la loi. Exemple, les mariages forcés, c'est d'ores et déjà interdit par la loi. Les certificats de virginité, on n'a pas le droit. Qu'on ne touche pas le vrai problème. Est-ce qu'on parle du voile une seconde, Alexis Corbière? On a passé la nuit en commission à en parler. Alors, c'est un débat ancien, mais visiblement, il sera, là, pour le coup, l'amendement discuté lors de la discussion générale. Est-ce que les mères accompagnatrices des élèves qui portent un voile doivent, de votre point de vue, pouvoir continuer à le faire ou pas? Je viens de vous le dire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est clair, le Conseil d'État l'a dit, ce sont des usagers, ce ne sont pas des fonctionnaires. Non, mais à partir de là, oui, parce que une bonne compréhension de la laïcité, c'est que quelqu'un qui est un fonctionnaire, lui, il doit respecter la neutralité. Mais quand vous demandez à des familles qui viennent combler une carence du service public, c'est-à-dire que vous organisez une sortie scolaire et vous n'avez pas les personnels pour accompagner, s'il n'y a pas un papa, une maman qui prend sur son temps, bénévolement, gentiment, pour aider le service public à accomplir sa mission, la sortie scolaire n'a pas lieu. Quand les gens viennent, on ne peut pas exiger d'eux une neutralité. C'est absurde, parce qu'ils sont usagers, ils n'ont pas un statut particulier. Ils sont usagers et ils rendent service à l'école. Oui, mais bénévolement. Ils n'ont pas... D'accord. Et alors, à partir de là, que les choses soient claires, évidemment, il ne faut pas qu'ils fassent de prosélytisme, ces gens-là. C'est-à-dire, ils se taisent,
ils n'ont aucune action pédagogique. Mais vous imaginez, alors que des gens ne sont pas dans un rapport séparatiste, au contraire, ils veulent aider l'école publique à exister, ils prennent sur leur temps, on va leur dire non, vous portez une kippa, vous venez pas, non, vous portez le voile. Et quelle que soit après l'opinion personnelle que j'ai sur les signes religieux. Quand vous interviendrez sur ce débat à l'Assemblée, il y aura sans doute des députés qui diront, vous interpelleront et qui diront ah, vous avez participé à une manifestation, c'était il y a 1 an et demi maintenant avec le CCIF qui a été dissous. Oui, et donc vous n'êtes peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que vous avez montré des formes de complaisance, vous dira-t-on, avec l'islamisme politique. Non, ouais, je connais ce rayon paralysant de la discussion. Le 10 novembre, j'ai manifesté parce qu'une mosquée... 2019, parce qu'une mosquée à Bayonne avait été attaquée, vous connaissez bien cette région, vous y êtes attaché, attaquée par un ancien élu d'extrême droite du Front National, un homme qui a tiré à coups de fusil sur une mosquée et qui avait blessé 2 fidèles. Je trouve ça personnellement scandaleux. Toute conscience républicaine doit dire on ne touche pas, évidemment, et en particulier à des lieux de culte. Je l'ai fait quand il y a des actes antisémites, je vais manifester, quels que soient ceux qui sont dans la rue, je dis non à l'antisémitisme. Vous ne regrettez pas cette manifestation ? Et il faut manifester. Pourquoi alors on n'a pas été plus nombreux à manifester? Quelquefois on fait des erreurs. Non, mais je veux dire... Là, non. C'est un geste républicain et je m'étonne qu'on a des indignations des fois, ou du moins qu'on est tous de manière incontestable mobilisés sur certains sujets. Et là, quand en l'occurrence une mosquée est attaquée, pour moi, c'est les fondements de la République qui dit qu'on garantit la liberté de culte. Alors après, je vais vous dire une chose, il y avait des gens dans cette manifestation dont je ne partage pas tous les objectifs, indiscutablement, et je trouve extrêmement, comment dirais-je, il y a eu des paroles inutiles, y compris on a bien vu le jeu médiatique de certains jugeant utile de dire à la fin de la manif, en marge de la manif, Allahu Akbar, montré par les médias, qui donnait l'impression, c'était le slogan de la manifestation. C'était les organisateurs de la manifestation. Non, c'est pas vrai, celui qui dit ça n'est pas... Mais c'est pas le sujet. D'accord. Mais non, mais attendez, le slogan de la manif... Non, mais c'est important parce qu'on est attaqué là-dessus. Le slogan de la manifestation, repris par les gens, c'était « Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger en agitant des drapeaux français ». Ne salissons pas les milliers de gens qui ont manifesté ce jour-là, ne les transformons pas en supplétifs de terroristes. Et je trouve humiliant, scandaleux que c'est le raccourci qui a été fait, c'est l'astuce du gouvernement. Un autre sujet ? Mais je ne suis pas complaisant face à l'islamisme politique, j'espère qu'on l'aura compris. Je suis un vrai laïc qui demande à ce que la laïcité partout. Le gouvernement a refusé qu'un groupe agroalimentaire canadien, Couche-Tard, rachète Carrefour. Partez, on ne veut pas vous voir. Sécurité alimentaire pour Carrefour, entreprise stratégique. Est-ce que c'est une décision qui a votre assentiment, Alexis Corbière ? Écoutez, à ce stade, je ne suis pas capable de vous dire les choses. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les arguments. Je pensais que vous auriez dit oui, tiens. Pardon ? C'était une décision qui pouvait correspondre à ce que votre parti dit. Oui, non, mais moi, je suis pour, de toute manière, qu'on ait des groupes qui ne basculent pas, qui restent des groupes nationaux autant que possible. Les enjeux stratégiques, effectivement, de ce que vous décrivez, risquaient de faire perdre, effectivement, la situation au groupe Carrefour. Il y a une notion de préférence nationale, ça existe. Moi, je suis pour, malgré tout, qu'on ait des entreprises nationales, effectivement. On peut parler de préférence nationale ? Le terme est un slogan du Front National. Mais moi, je suis pour des souverainetés alimentaires. Je suis indiscutablement pour qu'on ait des outils économiques nationaux. Vous êtes souverainiste ? Oui, souverainiste. Vous aussi, j'espère. Être souverainiste, c'est assurer la souveraineté du peuple. Vous êtes souverainiste, même si c'est connoté comme mot. Non, mais c'est un problème. Vous avez longtemps combattu les souverainistes. On ne peut pas être républicain si on n'est pas souverainiste. Non, mais attendez, moi, c'est comme le mot laïcité. On ne va pas utiliser des mots, les salir pour leur faire dire autre chose. Quand on est républicain, c'est assurer la souveraineté du peuple, c'est-à-dire le choix du peuple pour les grandes décisions. Tout le monde doit être souverainiste. Alors, une fois qu'on dit ça, peut-être que ce que vous évoquez, c'est peut-être plus protectionniste, je ne sais pas, ou le mot de nationaliste. Moi, je suis républicain. C'est protectionniste. On ne veut pas voir d'acteurs étrangers sur le territoire français. Là, les enjeux, c'est surtout, on ne veut pas voir un groupe qui, en quelque sorte, perdrait, qui deviendrait de plus en plus transnational et qui échapperait à toute possibilité nationale de lui faire des choix. C'est plutôt l'enjeu que je vois dans cette décision. Dans la préparation de l'élection présidentielle, Arnaud Montebourg, je ne sais pas s'il sera candidat, mais en tout cas, il a des velléités de l'être. Et il dit, moi, mon positionnement politique aujourd'hui, c'est ni droite ni gauche, la France. Ça peut vous là aussi, adhérer, ni droite ni gauche, c'est un vieux slogan, comment dirais-je, qui n'est pas vraiment dans ma famille politique. Après, le fait de dire qu'il faut parler à l'ensemble des électeurs, nous on l'avait dit en 2017, pour certains qui ne se latéralisent plus de manière classique sur le champ politique. On a 30% des gens qui ne savent pas s'ils sont de droite ou de gauche. Et qu'il ne faut pas avoir un vocabulaire qui semble cantonné à des familles politiques qui sont un peu usées. Il faut revenir au sens et au mot. Ça, je l'entends. Et il y a peut-être même des gens qui, par le passé, votaient à droite, qui peuvent entendre un discours, justement celui un peu que je viens de tenir. Oui à la République, oui au souverainisme, au fait que c'est le peuple qui décide de ses choix. Vous êtes toujours de gauche, non ?
Pardon ? Vous êtes toujours de gauche ? Bien sûr, oui. C'est un sens encore de l'être ? Moi, j'y mets un contenu qui me semble clair. Arnaud Montebourg se trompe, alors. Non, attendez. Arnaud Montebourg, il dit nombre de choses qui me semblent tout à fait intéressantes. Il est pour la démondialisation. Il avait évoqué le thème de la 6ème République. Mais après, moi, j'ai des petits désaccords avec lui, et non des moindres, sur l'écologie, même la manière dont il voit la 6ème République. Ce serait embêtant qu'il soit candidat ? Non, mais attendez, je termine. Puisque vous avez évoqué un sujet... Non, mais parce que moi, je ne suis pas pour faire alliance avec des gens de droite, organisés. J'ai vu que là, il y a des choses même avec des députés LR. Ça me semble être une impasse. Je connais ça par cœur. Les souverainistes, soi-disant, ou les républicains des deux rives, à l'arrivée, vous vous retrouvez avec des gens qui, sur le social, en réalité, ne sont pas d'accord avec vous, qui, sur même la manière de décliner la République, ne sont pas d'accord avec vous. C'est embêtant pour vous qu'il soit candidat, Arnaud Montebourg ? Alors, puisqu'on parle d'Arnaud Montebourg, son discours idéologique participe à notre hégémonie intellectuelle, de notre grand camp. C'est compliqué, ça, d'accord. Non, c'est pas compliqué. L'hégémonie intellectuelle, ça veut dire avoir la majorité des idées. Vous savez, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas le problème des candidats, c'est les idées politiques. Ça, il y en a beaucoup, des candidats. Non, mais moi, j'ai un candidat. Mais Oui, mon idée, c'est convaincre, faire circuler des idées dans la société. Et à sa manière, Arnaud Montebourg fait circuler des idées que dans lesquelles je me retrouve. J'en ai exprimé quelques-unes. Ça, c'est utile. Après, je sais pas s'il sera candidat. Et moi, je l'invite plutôt, Arnaud, viens nous aider dans la campagne commune. Ça, c'est utile. Voilà, c'est un formidable émetteur. Mais on verra. Il a le droit à ce stade, comme beaucoup de gens. Vous savez, il y a pléthore de gens qui pensent que leur moment est venu. On ne sait pas très bien leur programme. Lui, Montebourg, il a des idées. Après, je vois d'autres candidats. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais ils veulent absolument être candidats. Et notamment des candidates. On éclaircira tout ça dans les semaines qui viennent, en prévision de l'élection présidentielle. Avec le Covid, c'est pas simple. De faire campagne, non. Merci, oui. Merci Alexis Corbière d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Et puis maintenant, ça donne le ton avec Marie-Aline Mellili. Bonjour Marie-Aline. Bonjour.